Bonsoir. Voici les principales informations de ce jour. L'Union européenne pourrait allouer un demi-milliard d'euros supplémentaires au Liban, mais à une condition, des réformes économiques concrètes. C'est ce qu'a annoncé la commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Šuica, en tournée au Liban. La responsable européenne a rappelé que l'Union européenne a déjà engagé 1 milliard d'euros en faveur du Liban et qu'un financement additionnel pourrait suivre si Beyrouth respecte certaines exigences. Parmi elles, la reconstruction du secteur bancaire et un accord avec le Fonds monétaire international. Dans ce contexte, le ministre des Finances a précisé que le projet de reconstruction du Liban est estimé à 1 milliard de dollars, avec une première contribution de 250 millions de dollars de la Banque mondiale. Il espère que ce financement initial encouragera d'autres donateurs à s'engager. Ce dossier a été examiné lors d'une réunion présidée par le Premier ministre Nawaf Salam pour évaluer les dégâts causés par la guerre israélienne et définir un plan préliminaire de financement de la reconstruction. Une autre inquiétude, la situation toujours instable à la frontière syro-libanaise où chaque nouvelle frappe ravive le spectre d'une escalade militaire. L'armée israélienne a mené dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes aériennes sur des points de passage situés à la frontière syrienne-libanaise, des sites qu'elle accuse d'être utilisés par le Hezbollah pour la contrebande d'armes. Du côté syrien, l'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte que ces frappes ont visé des points de passage illégaux dans la province de Homs, près de Wadi Khaled. L'ONG fait état de dégâts matériels importants sur des bâtiments et des véhicules. Nouvelle flambée de violence en Israël et en Cisjordanie sur fond d'impasse diplomatique. Après une série d'explosions dans des bus à Bat Yam, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné une opération intensive contre des cibles qu'il qualifie de centres du terrorisme en Cisjordanie. Pendant ce temps, l'affaire des otages israéliens connaît un rebondissement, Israël accusant le Hamas d'avoir tué 2 enfants en captivité. 3 bus ont été touchés par des explosions jeudi soir à Bat Yam sans faire de victimes selon les autorités israéliennes. 2 autres bombes ont été désamorcées à temps. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a pointé du doigt des organisations terroristes palestiniennes et ordonné des frappes ciblées, notamment dans les camps de réfugiés en Cisjordanie. Depuis plusieurs semaines, l'armée israélienne mène des raids quasi quotidiens dans ces camps. Bilan 897 Palestiniens tués selon le ministère de la Santé palestinien, alors qu'Israël fait état de 32 morts parmi ses soldats et civils. Autre sujet de tension, Israël accuse le Hamas d'avoir assassiné en captivité les enfants Ariel et Gvir Bibas enlevés lors de l'attaque du 7 octobre. Elle affirme que le mouvement a remis un corps inconnu à la place de leur mère Shiri Bibas. Le Hamas rejette ces accusations et maintient que les enfants ont péri sous des bombardements israéliens. Alors que la situation humanitaire à Gaza reste critique, les négociations pour un cessez-le-feu durable peinent à avancer. Un nouvel échange d'otages est prévu ce samedi entre Israël et le Hamas. Selon l'accord en vigueur, 6 otages israéliens vivants devraient être libérés en échange de 602 prisonniers palestiniens détenus par Israël d'ici la fin de la première phase de l'accord prévue pour le 1er mars. Un total de 33 otages, dont 8 morts, doit être remis à Israël. En échange, 1900 prisonniers palestiniens doivent être relâchés par les autorités israéliennes, un nouvel échange qui pourrait marquer une avancée dans les négociations, mais dont l'issue reste incertaine alors que les tensions persistent entre les 2 camps. À l'approche du 3e anniversaire de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky est sous pression. Washington pousse Kiev à accepter un accord sur l'exploitation des minerais stratégiques, tandis que la Russie continue d'avancer sur le front Est. Les États-Unis proposent à l'Ukraine un accès à 50% de ces minerais stratégiques en échange de leur aide militaire.
Mais le président ukrainien rejette l'offre, la jugeant insuffisante en matière de sécurité. Pendant ce temps, Donald Trump durcit le ton, accusant Zelensky d'être un dictateur et renforce son dialogue avec le Kremlin. Moscou, de son côté, se dit prêt à négocier la paix, mais exige la cession de plusieurs régions ukrainiennes et l'abandon de toute adhésion à l'OTAN. Des conditions inacceptables pour Kiev qui demande des garanties de sécurité solides. Sur le terrain, l'armée russe revendique la prise de 2 nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine, mettant encore plus de pression sur les forces ukrainiennes en difficulté. Face à cette situation, l'Europe tente de réagir. Plusieurs dirigeants se rendront à Kiev dans les prochains jours, tandis qu'Emmanuel Macron rencontrera Donald Trump à Washington avec un message clair: ne pas céder face à Vladimir Poutine. Une séquence diplomatique cruciale alors que la guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase d'incertitude. Et de retour au Liban, nous abordons la situation critique au Liban Sud, où l'armée israélienne occupe 5 positions, 5 collines stratégiques le long de la ligne bleue. Une violation de l'accord du cessez-le-feu qui exigeait un retrait total de Tsahal et que le Liban n'a de cesse d'en revendiquer l'élimination sous l'effet de pression internationale. Une approche que le Premier ministre Nawaf Salam a adoptée encore une fois aujourd'hui auprès d'une délégation américaine. Le maintien de ces troupes israéliennes qui sont évaluées de 500 à 750 hommes sur ces collines-là est un moyen de pression sur le gouvernement libanais pour ramasser ou bien pour appliquer la résolution 1701. C'est malheureux d'en arriver là parce que le Hezbollah lui-même peut utiliser la présence israélienne dans ces collines, l'occupation israélienne de ces collines, comme prétexte pour conserver ses armes et vice-versa. La non-application de la 1701 en entier sur tout le territoire libanais est un prétexte pour les Israéliens pour maintenir leurs troupes sur ces 5 collines. Donc, conclusion, l'État libanais doit multiplier ses efforts vis-à-vis des garants américains, français, secondairement des garants arabes et européens, pour aller de l'avant dans l'application de la 1701 tout azimut, c'est-à-dire assurer le retrait israélien et appliquer la 1701 à l'intérieur du territoire libanais, c'est-à-dire prendre à la lettre ce qui est écrit, le désarmement du Hezbollah, la remise des armes, par les négociations, par un consensus national, par tout ce que vous voulez, mais il faut qu'on arrive à appliquer la souveraineté nationale en entier sur le territoire libanais. Le Moyen-Orient est une région intrinsèquement instable depuis des siècles, c'est pas nouveau, même pendant la deuxième moitié du XXe siècle, c'était une stabilité instable et tout se répercute sur le Liban, c'est pas sorcier. Donc aujourd'hui, nous avons un appui international énorme, nous avons un appui arabe énorme. Si on profite de ces appuis-là pour appliquer les résolutions internationales, on pourrait immuniser le Liban ou bien le protéger vis-à-vis de toute détérioration éventuelle de la situation qui pourrait arriver en Syrie, parce que la Syrie elle-même n'est pas stable encore, ou bien si jamais il y a un conflit irano-israélien, le Liban sera, si vous voulez, épargné si jamais on applique la résolution internationale, qui n'est autre que l'application de la souveraineté libanaise. Et il n'y a rien d'imposé dans ces résolutions. Donc on peut aller dans le bon sens si on profite de cette fenêtre, mais si jamais il y a des lacunes dans cette application-là, les remous pourraient atteindre le Liban, mais j'espère pas, avec le nouveau gouvernement, avec une armée qui est forte, qui est appuyée par la communauté internationale. Je crois qu'on pourra passer le cap de la bonne façon. Et pour vous changer les idées et passer des moments agréables, voici pour vous les propositions de l'agenda culturel. Journal, bonsoir et merci.